Je veux juste revenir à ce qu'on disait auparavant, parce que vous soulevez un autre problème qu'on va analyser dans quelques minutes, Mathieu Bock-Côté. Mais l'autorité du gouvernement, enfant roi, enfin le peuple qui ne reconnaît plus leur gouvernement, etc. Vous écrivez souvent des papiers sur le politique qui devient gestion du quotidien, gestion au profit des intérêts privés, ou de certains intérêts particuliers, etc. Il y a une différence entre gouverner et gérer. J'ai l'impression que pas seulement avec le gouvernement Charest, mais depuis assez longtemps, on ne gouverne plus, on ne fait que gérer. Ah, ça c'est très juste. Parce que gouverner présuppose trois, je dirais, rapports au temps. Un rapport au passé, nous sommes dans une histoire que nous, je dirais, dont nous sommes les héritiers. Oui. Un présent qui se définit dans ce contexte comme le lieu où nous prenons des décisions pour l'avenir, et un avenir que l'on construit, que l'on bâtit. Gouverner, c'est ça. Gouverner, ça implique des principes, ça implique le sens de la durée, ça implique la capacité de formuler un projet. Oui. Lorsqu'on se contente de gérer, eh bien, on est dans l'instant présent, le présent perpétuel, et on est toujours essoufflé. On n'a plus d'objectifs et on ne fait que gérer les revendications et administrer des clientèles, mais on ne gouverne plus, ce qui fait d'ailleurs que le peuple se sent d'un coup abandonné, parce que, qu'on le veuille ou non, le désir d'exister collectivement, c'est au fondement aussi de l'imaginaire démocratique. Pensez-vous que ce peuple-là a conscience de tout ce que vous racontez, ou c'est vous-même qui explicitez tout ce que vous sentez là-dedans? Non, j'ai toujours dit heureusement que les gens ne sont pas occupés à réfléchir à la politique tout le temps, sinon la société s'effondrerait. Mais comme ça, mais je crois, cela dit, qu'on peut expliciter le sens de ce qui arrive. Normalement, d'ailleurs, le rôle de l'intellectuel dans une société, ça ne devrait pas être de prendre parti spontanément pour un camp et de tirer des arguments dans le camp adverse. Il y a la nécessité d'expliciter ce qui se passe. C'est ce que Raymond Aron appelait penser l'histoire qui se fait. Réfléchir à l'histoire. Que se passe-t-il en ce moment? Vous pensez l'événement. Pardonne-moi? Vous pensez l'événement, comme disait Hannah Arendt, je pense, non? Oui, c'est penser l'événement, c'est penser l'histoire, c'est penser ce qui nous arrive, c'est penser les contours de l'époque. Oui. Et j'ai l'impression que c'est à ça que nous sommes invités dans les prochains temps. Quand la crise va se terminer, il va falloir comprendre tout ce qu'elle voulait dire. Est-ce qu'on peut dire, j'ai déjà entendu cet avis-là, que le Québec est un peuple qui passe toujours à côté de son malaise, de la prise de conscience de son malaise profond, et se trouve des causes secondaires, pas nécessairement pertinentes ou non pertinentes, mais secondaires ou latérales, pour exprimer un malaise qui, lui, est ailleurs. Oui, ça, je crois que vous avez absolument raison. Malaise, c'est d'une justesse comme diagnostic, parce que vous voyez la société que nous sommes. Oui. Nous sommes une société qui a échoué dans le grand projet politique qu'elle a mené depuis les années 60, on pourrait même dire depuis les années 20. On n'échoue pas un projet comme l'indépendance sans subir une forme de détresse. La condition québécoise, elle n'est jamais vraiment assumée. Qui sommes-nous comme peuple? Il y a quelquefois une tentation d'en finir avec nous-mêmes. Il y a d'autres fois une espèce de délire de grandeur où on se dit qu'on est l'exemple pour l'humanité au grand complet. Oui. Donc il y a des problèmes de fond au Québec, et puisqu'ils ne sont pas canalisés ni politiquement ni culturellement de manière satisfaisante, ils se jettent un peu partout, et ça, je pense que la crise étudiante, c'est un symptôme d'un malaise québécois beaucoup plus profond. Et ce malaise, vous le définiriez de façon politique, historique? Oui, bien sûr. Politique, vous avez notre désaccord là-dessus. Pour vous, spirituel d'abord. Pour moi, le politique est presque une clé d'analyse première. Attendez, parce que vous utilisez beaucoup de termes mystiques et religieux dans vos analyses. Hein? Je vous mets dans votre coin, là. Hein? Ah non, mais je ne réduis pas la politique à la gestion. Mais il y a une charge sacrée dans le politique. Il y a une transcendance dans le politique. Ça, on l'oublie souvent. Mais ce qui est certain, c'est qu'une société comme la nôtre, inachevée, qui a un rapport trouble au pouvoir, une société qui a échoué dans ses grands projets les plus porteurs, c'est une société qui cherche ensuite à exister collectivement, mais ne sait pas comment. Et là, elle prend prétexte de chaque crise pour chercher à marquer son désespoir et nommer son désir d'autre chose. Malheureusement, on a l'impression, quand on voit le mouvement qu'on appelle en espagnol des cacerolazos, vous savez, qu'on voit en Argentine, au Chili, on a eu ça au Venezuela aussi, mais à l'époque, ils protestaient contre la vie chère, contre la dictature, contre les prisonniers disparus et tout ça. On a l'impression que on retombe souvent dans le carnaval ici. Est-ce que je me trompe ou pas? Vous savez, Philippe Meuret disait de notre époque que c'était celle de la société festive. Philippe Meuret étant... que le Québec, c'est le laboratoire du festif mondialisé. C'est-à-dire, le politique ici ne peut être collectif ou massif que sous le signe de la dérision. Mais notez aussi, je me permettrais d'ajouter quelque chose. Donc oui, il y a la dimension festive, comme si les Québécois ne prennent jamais au sérieux ce qu'ils font. De l'autre côté, il y a aussi
aussi en ce moment une espèce de manque de sens historique. C'est-à-dire, lorsque le mouvement des casseroles, l'espèce des casseroles s'inspire de la résistance à Pinochet. Oui. Jean Charest a des tonnes de défauts, mais c'est ni Pinochet, ni Poutine, ni Bachar el-Assad, ni Mussolini. Il y a tout un vocabulaire qui a été utilisé dans la crise pour nommer le gouvernement. C'est un imaginaire qui relevait de l'imaginaire antifasciste. Okay. Ça, c'est une démesure incroyable. Le gouvernement du Québec est mauvais, il n'est pas il n'est pas fasciste. Et cette démesure rejoint ce que vous disiez auparavant, Mathieu Bock-Côté, de le ton juste, où nous sommes les meilleurs au monde, un exemple pour l'univers entier, où nous sommes rien du tout. Oui, puis il y a aussi, je crois, là-dedans, le fait que nous n'avons toujours pas apprivoisé le fameux débat gauche-droite au Québec. Hein. Le débat souverainiste-fédéraliste, on l'a apprivoisé, on était capable d'avoir un beau-frère, une belle-sœur, un frère, même une conjointe, quelquefois, qui n'était pas de notre côté, qui est souverainiste-fédéraliste. Le débat gauche-droite, nous n'en avons pas de tradition intellectuelle ici. Ce qui fait que lorsqu'il apparaît dans notre société, et c'est un espèce de débat gauche-droite en ce moment, on n'a pas la retenue culturelle, la politesse, la manière de nommer le désaccord de manière civilisée. Ça, on ne l'a pas, ce qui fait qu'on vire très rapidement en injures, et il y a aussi une forme d'inculture historique généralisée qui fait que les mots s'affranchissent de leur sens véritable. Parler de fascisme pour parler du gouvernement, parler de communisme ou d'anarchisme généralisé pour parler du mouvement étudiant dans son ensemble. Tout simplement, les mots ne veulent plus rien dire et qu'on ne vienne pas me faire croire que c'est un progrès. On se lance des anathèmes et on est encore plus religieux qu'auparavant, en fait. Très, très juste. Ben, vous savez, la politique a une charge religieuse. Ça, on le sait depuis toujours. Et l'enjeu du libéralisme, c'est justement de contenir cette charge religieuse ou sacrée du politique. J'ai l'impression qu'en ce moment, dans une société qui cherche l'affrontement politique, quand il y a un désir de symbolique en ce moment, il y a un désir de nommer le politique, un désir de sortir de la gestion à la petite semaine, eh bien, quelquefois, on se réfugie dans le radicalisme pour réactiver des passions. Alors, c'est très bien des passions, mais lorsqu'elles sont pas enrobées par la politesse, ça peut faire quelquefois des débordements. Mathieu Bock-Côté, vous êtes un vrai classique dans le sens le plus classique du terme, et classiquement classique. Je le prends comme un compliment et encore comme un compliment. Et de l'angoisse, c'est encore de l'angoisse. Non, c'est pas de l'angoisse, de l'audace, toujours de l'audace, c'est encore de l'audace. Bien sûr. Merci infiniment, Mathieu Bock-Côté. On se voit dans 2 semaines, hein? Oui, absolument. La semaine prochaine, hélas, je m'esquiverai, mais je serai de retour ensuite sans aucun doute. On a bien hâte de vous réécouter. Merci infiniment.